Bonjour, donc nous allons voir donc le premier chapitre donc du cours acquisition et capteur, donc troisième année Polytech département MSR. Donc il s'intitule donc principe théorique de l'échantillonnage et de la quantification. Donc c'est typiquement le cours qui va être le plus en lien avec le cours que vous avez en ce moment de outils pour le traitement du signal. Et donc ça devrait être pour la plupart d'entre vous des rappels donc vis-à-vis de ce cours. Donc on va d'abord voir ces principes de base dans la conversion et puis une toute petite partie de techniques particulières. Donc ça c'est vraiment marginal. Donc ce sont des choses qu'on va rencontrer notamment dans tout ce qui va être codec pour l'audio par exemple. Il m'a semblé intéressant de vous donner ces petites particularités qu'on a vues un tout petit peu dans un cours juste avant donc de fonction de l'électronique. Où on avait parlé notamment de suréchantillonnage. Alors en introduction, on va essayer de voir les objectifs de la conversion analogique numérique. Donc lorsqu'on parle de conversion analogique numérique, donc pour l'instant je parle vraiment de la réalisation de cette opération, je ne parle pas du convertisseur analogique numérique, hein. Donc là il y a une petite ambiguïté des fois. Quand on parle de CAN, ça peut être conversion analogique numérique, donc l'opération entre guillemets mathématique, ou ça peut être donc le convertisseur analogique numérique qui là désigne un composant. Donc là je parle vraiment de la conversion, donc l'opération mathématique que l'on cherche à faire. Cette opération mathématique, elle prend un signal à gauche x de t qui est continu dans le temps et continu du coup sur son échelle verticale qui est l'échelle des tensions. L'objectif de la conversion, eh bien, il est double. D'abord, la première chose, c'est qu'on cherche à obtenir tous les kte, donc k étant un entier, la valeur de x, donc à cet instant t égale à kte. Ça, c'est l'opération qui est située en haut du transparent. C'est une opération qu'on appelle l'échantillonnage, où l'objectif, c'est d'avoir cette fois-ci un signal discret à partir d'un signal qui est continu. Donc on va noter le signal discret, les échantillons avec des crochets, à la différence de la parenthèse qui va faire renseigner en fait sur le caractère continu du signal. Deuxième opération, eh bien, c'est que tous ces KTE, donc à chaque instant pour lequel on a prélevé une valeur, eh bien, on cherche à en donner une valeur numérique approchée, donc on cherche à en faire un codage sur n bits, et donc du coup on va essayer de donner une valeur, donc en binaire par exemple, donc de ces échantillons. C'est une opération qu'on appelle la quantification. Et donc cette fois-ci, c'est une discrétisation sur l'échelle verticale, donc qui est l'échelle des tensions. Et ça, on le fera pour chaque échantillon. Ça, ce sont ces deux opérations de base que l'on peut rencontrer. Après, s'ajoutent deux opérations qui sont optionnelles, mais qu'on rencontre vraiment très fréquemment. La première opération optionnelle, ça va être une opération de filtrage en amont de la conversion. Et puis la deuxième opération, elle est au cœur de la conversion, c'est ce qu'on appelle le blocage. Donc l'architecture d'une chaîne d'acquisition mettant en œuvre donc un convertisseur analogique numérique, elle est sur ce transparent. Donc on a notre signal à gauche temporel qui est continu, signal analogique. On va rencontrer dans un premier temps un filtre que j'ai mis entre parenthèses parce que dans certains cas on peut s'en affranchir, donc on peut ne pas avoir de filtre avant le convertisseur. Donc ensuite vient le convertisseur analogique numérique, donc cette fois-ci c'est bien le composant que je suis en train de caractériser, qui en interne va réaliser l'opération d'échantillonnage via une partie qu'on va appeler l'échantillonneur, éventuellement un bloqueur, donc qui est entre parenthèses, et puis donc ensuite une partie qui va faire la quantification. Et ressort de ce composant des mots numériques, tous les KTE. Donc le blocage, on va voir, il va permettre d'obtenir un signal un peu avec des échelons. Donc ça, ce sera pour faciliter l'opération de quantification que l'on va voir un petit peu plus tard. Alors, quelles sont les étapes de la conversion analogique numérique? Il y a d'abord l'étape d'échantillonnage qu'on vient de faire en rouge, et puis ensuite l'étape de quantification. Mais on a vu que dans la chaîne, bien avant, on pouvait placer un filtre, et puis entre l'échantillonnage et la quantification, il y a le blocage. Dans la suite du cours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord étudier l'opération d'échantillonnage, et cette opération d'échantillonnage va justifier la position du filtre. Donc on ne va pas suivre dans l'ordre de la chaîne les différents composants. On va d'abord parler d'échantillonnage, puis ensuite de filtrage. De la même manière, on va d'abord parler de quantification, et ça va justifier le blocage.
de manière à passer progressivement d'un signal continu vers un signal discret en temps et en amplitude. Donc, première étape, échantillonnage qu'on va voir. Deuxième étape, le filtrage. Troisième étape, la quantification. Et enfin, on terminera par le blocage. Si maintenant on parle de conversion numérique analogique, donc l'opération qui est inverse, elle est beaucoup plus simple, en tout cas sur le principe. On va passer d'un certain nombre d'échantillons codés sur n bits à un signal continu en temps et continu dans l'échelle des tensions. Il y a des opérations de base qui sont le blocage. En fait, il va falloir passer de quelque chose de discret à continu. Donc, on va bloquer la valeur discrète pendant un certain temps. Et puis ensuite, on va filtrer de manière à lisser un petit peu la courbe. Donc, pour ne pas avoir ces marches d'escalier qui seraient gênantes dans certains cas. L'architecture de cette chaîne de conversion numérique analogique, elle est constituée donc déjà d'une architecture interne au calculateur, donc pour vous ce sera assez transparent, et puis d'une architecture externe. Donc, ce qui est interne au calculateur, on va éventuellement changer la profondeur de codage, donc on va passer de n bits à m bits, m étant plus grand dans la plupart des cas. On va éventuellement rééchantillonner le signal, on verra ça dans les techniques particulières du grand 2 de ce chapitre. Et puis on va sortir les échantillons bloqués. La partie externe elle se constitue d'un convertisseur numérique analogique, un CNA. Donc là c'est bien également le composant qu'on est en train de caractériser. Et puis ensuite on place très souvent un filtre de lissage qui sera externe au calculateur et qui va avoir pour rôle, donc on ne le voit pas, c'est la place de la vidéo, mais vous avez les transparents normalement. Donc il y a pour rôle en fait de rendre plus lisse la courbe et pour laquelle il n'y aura pas donc les variations rapides dues au blocage. Le plan d'étude de ce grand 1 va d'abord rappeler la théorie de l'échantillonnage et notamment le théorème de Shannon que vous avez vu. On va parler un petit peu d'anti-repliement et de sur- et de sous-échantillonnage, de blocage et de quantification, et puis on va regarder comment on restitue rapidement le signal. Que sur les concepts théoriques, j'insiste là, on ne parle pas encore de comment on fait en pratique pour échantillonner ou pour quantifier, ça ce sera le chapitre d'après. Alors la théorie de l'échantillonnage, elle repose déjà sur, pour bien la comprendre, sur une hypothèse qui est très forte, que vous avez dû voir en traitement du signal, qui est sur le signal d'entrée X, donc on va supposer qu'il est à bande limitée. Donc un signal x de t temporel que l'on voit en haut du transparent, si je regarde son spectre, donc par sa transformée de Fourier, on va bien voir que ce spectre il peut s'étendre sur toutes les fréquences a priori, mais là on va restreindre vraiment l'étude des signaux à des signaux où il existe une fréquence maximale à partir de laquelle le spectre est nul. Donc on verra par la suite comment on fait, parce que c'est rarement le cas des signaux qui nous entourent. Ça, c'est une hypothèse qui est assez forte. On va essayer d'exprimer donc ce signal échantillonné donc dans le domaine temporel. Ça pose pas trop de problème. On l'a même rappelé en TD. Le signal échantillonné, c'est quoi? C'est la somme de tous les échantillons fois un Dirac. Alors attention, c'est pas juste la somme de tous les échantillons, parce que si on s'arrêtait à une somme d'échantillons, on obtiendrait un signal qui est continu, qui correspondrait à l'addition de tous ces échantillons. Si maintenant je veux uniquement représenter le fait qu'il y a des échantillons à intervalles de temps réguliers, il faut que je pondère chacun des échantillons par un Dirac qui lui correspond, donc translaté autour du temps correspondant, et puis que j'additionne tous ces échantillons pondérés par les Dirac. On sait que le signal, l'échantillon fois un Dirac, c'est aussi le signal fois un Dirac, puisque la propriété de la multiplication d'une fonction par un Dirac, c'est qu'on prélève la valeur de la fonction à la valeur temporelle du Dirac. Donc finalement, je peux passer de la partie la plus à droite de mon équation à la partie centrale très facilement en disant que du coup, le signal échantillonné, c'est la somme du signal complet multiplié par les échantillons. Et donc j'aboutis au fait que le signal échantillonné, c'est x multiplié par le peigne de Dirac. Ça, dans le domaine temporel, l'échantillonnage, on le conçoit assez bien, c'est facile, on l'appréhende très très bien, donc c'est quelque chose qui nous est presque familier et simple. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est l'incidence sur le spectre? Vous l'avez vu en traitement du signal, lorsque l'on multiplie dans le domaine temporel par un peigne de Dirac, c'est que l'on convolue dans le domaine fréquentiel par un peigne de Dirac, cette fois-ci de période FE, pondéré également par du 1 sur TE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le spectre à bande limitée rouge qui est en haut, il va se retrouver autour de chaque FE au niveau du spectre du signal échantillonné.
Cela veut donc dire, entre autres, que le premier spectre périodisé autour de Fe a une fréquence minimale qui vaut Fe moins Fmax. Cette fréquence minimale, elle ne doit pas rencontrer Fmax, elle doit être supérieure à Fmax si on veut qu'il n'y ait pas de brouillage de spectre. Donc on a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est lorsque la fréquence Fe d'échantillonnage est plus grande que 2 Fmax, auquel cas on va avoir du coup tous les signaux qui vont être conservés, puisque en fait on n'a pas ce chevauchement de spectre. Si Fe est inférieur à 2 Fmax cette fois-ci, on voit bien sur le transparent du bas que les deux spectres négatifs et la partie positive se rencontrent, et donc il y a chevauchement de spectre, repliement de spectre, et donc perte d'information. D'où le fameux théorème de Shannon que vous avez dû voir normalement au niveau du traitement du signal. Donc pour qu'il n'y ait pas de perte d'information, il faut que la fréquence d'échantillonnage soit plus grande que 2 Fmax. Et donc ça, on peut le voir un peu partout dans notre entourage. Donc notamment, pensez au cinéma où on peut retrouver ce critère avec l'effet stroboscopique. Des exemples, en audio il y a la norme CD qui est une fréquence d'échantillonnage extrêmement classique pour tous ceux qui font de l'audio, et donc cette fréquence audio, elle concerne quoi? Elle concerne une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz. Ça, c'est quelque chose que l'on rencontre assez fréquemment. Alors pourquoi 44,1? Ça respecte bien Shannon, dans la mesure où Fmax, la fréquence max des signaux que l'on peut entendre, c'est à peu près 18 kHz, fois 2, ça fait 36, et donc il y a une marge qui est prise. En téléphonie, donc la norme téléphonique qui est la plus courante, ça correspond à 8 kHz. Alors il faut savoir que lorsque l'on coupe le spectre d'une voix humaine à 3 kHz, on est capable de reconnaître quelqu'un parmi pas mal de personnes. Alors ça a juste une limite, c'est que lorsque deux personnes de la même famille ont une voix assez proche, la norme téléphonique ne permet pas toujours de les distinguer, mais pour la plupart des gens, on arrive à retrouver au téléphone qui sait. 3 kHz fois 2, ça fait 6, et là encore, on a pris une marge, donc on obtient les 8 kHz. En pratique, juste le critère de Shannon, Fe égale à 2 Fmax, ne sera pas suffisant. On prend une marge, donc on essaye d'avoir au moins un facteur 2,5 jusqu'à 10 Fmax. Alors, on pourrait aller jusqu'à beaucoup plus que 10 Fmax, bien sûr. Après, on a quand même un problème technologique, c'est que plus la fréquence d'échantillonnage est élevée, plus il faut acquérir d'échantillons, donc il faut aller vite, donc d'un point de vue de l'acquisition, d'un point de vue après du traitement, et puis il faut engranger beaucoup de points, donc il faut stocker tous ces points-là. Donc du coup, dans la pratique, on constate qu'on prend plutôt entre 2,5 et 10 fois Fmax. Sinon, donc on a trop de contraintes technologiques, et puis si on est en dessous, on ne respecte pas Shannon. Si les signaux ne sont pas à bande limitée, que se passe-t-il? Ce que l'on va faire, c'est qu'on va d'abord fixer une fréquence maximale admissible pour le signal. Donc ça, c'est l'opérateur externe qui va, lors de sa chaîne d'acquisition, décider à quelle fréquence maximale on va se limiter et placer un filtre de type passe-bas, afin de créer cette fréquence maximale de manière ensuite à pouvoir respecter le critère de Shannon, et donc fixer sa fréquence d'échantillonnage. Donc tout a un lien, vous essayez de décider un petit peu comment vous arrivez à faire pour choisir Fmax par rapport à Fe ou Fe par rapport à Fmax. C'est ce qu'on appelle le filtre anti-repliement ou anti-aliasing, donc on note souvent AA. Et ce filtre-là, vous devez le placer vous-même avant, le dimensionner avant. Il n'est pas inclus dans le composant convertisseur analogique numérique, tout simplement parce que ce serait trop contraignant de prévoir un filtre configurable en amont. Il faut pouvoir changer la fréquence d'échantillonnage dans le CAN, donc changer la fréquence max du signal d'entrée. L'ordre, il faudrait le fixer, donc ce serait vraiment trop compliqué. Donc l'idée, ça va être de le placer avant, et que ce soit l'utilisateur, l'opérateur qui vient bien sûr le placer avant. Il existe certains cas où un filtrage numérique anti-aliasing peut être fait en post-traitement, une fois que vous avez fait l'acquisition. Ça, c'est beaucoup plus rare, hein. Mais ça commence à venir. Après, ça répond pas à toutes les questions de repliement de spectre. Donc c'est pas forcément la solution à l'heure actuelle idéale. Enfin, en cas d'acquisition quasi statique ou statique, il n'est pas nécessaire, et donc on rencontre des applications où il n'y a pas du tout de filtre anti-aliasing. Ça, c'est pas forcément une nécessité.
Lorsque les signaux sont en une dimension, donc typiquement le son, typiquement l'acquisition d'une chaîne de transmission, etc., eh bien, le filtre donc analogique est placé en amont. Lorsque vous avez des signaux de type 2 dimensions, alors ce qui est le cas par exemple lorsque vous faites une acquisition d'une image, hein, si vous faites une acquisition d'une image avec un capteur, une matrice, eh bien la matrice c'est un échantillonnage particulier qui n'est pas un échantillonnage temporel, mais qui est un échantillonnage cette fois-ci spatial. Et donc du coup vous avez quand même du repliement de spectre, cette fois-ci spectre qui correspond à la transformée de Fourier d'un espace métrique. À ce moment-là, eh bien, il faut aussi placer un filtre. Et donc, c'est aussi un filtre de type passe-bas que l'on vient placer, un filtre optique et que l'on place sur les capteurs. Donc, la quasi-totalité des capteurs de type matrice en ont actuellement. Voilà pour cette partie échantillonnage. Je pourrais en dire beaucoup plus, mais vous avez eu un cours spécifique dessus, donc je pense que l'essentiel a été dit. Par contre, on va détailler un petit peu plus la partie quantification, parce que ça, vous ne l'avez pas vu normalement en traitement du signal, tout simplement parce que ceux qui travaillent en traitement du signal ont déjà acquis le signal, donc ils travaillent avec un certain nombre de bits qui est déjà donné, et donc ils considèrent qu'ils n'ont pas besoin de revenir sur comment se passe la transformation continue vers quantifier. Nous, c'est vraiment le cœur du sujet. On va voir d'ailleurs dans le chapitre d'après que c'est l'essentiel des composants de type CAN. Donc les convertisseurs analogiques numériques sont difficiles à faire parce qu'il y a cette étape de quantification et c'est aussi parce qu'il y a cette étape de quantification qu'il y a un très grand nombre de convertisseurs analogiques numériques. Donc il faut bien comprendre en fait en quoi ça consiste et surtout comment on caractérise cette quantification. Donc, j'appelle X le signal temporel à quantifier, donc qui est analogique dans l'échelle, cette fois-ci, des tensions. Je me moque un peu de savoir comment il est dans le temps, je vais prendre un échantillon particulier et puis je vais m'intéresser à cet échantillon-là, X. Je vais supposer, je vais faire une quantification uniquement pour des tensions positives, donc avec une quantification comprise entre 0 et une tension maximale, que je vais appeler la tension de référence. C'est ce qu'on appelle des quantifications unipolaires ou un convertisseur analogique numérique unipolaire. On pourrait très bien avoir des quantificateurs bipolaires, donc entre moins VRF et plus VRF. À ce moment-là, tout ce que je vais dire sera vrai à un facteur 2 près. Donc vous adapterez mon discours à ce qu'il faut pour comprendre euh, donc, pour comprendre la partie négative. Exactement comme les spectres, hein, partie positive, partie négative. L'objectif de la quantification, quel est-il? Eh bien, c'est d'obtenir des coefficients, AI de x en base 2. Donc, c'est les AN-1 jusqu'à A0 en allant du bit du poil plus fort au poil moins fort. Donc, nécessairement, si je vais faire cette quantification, eh bien, je vais faire un peu comme l'échantillonnage de tout à l'heure dans le domaine temporel. Ce que je viens faire, c'est qu'entre 0 et VRF, je viens créer des intervalles. Et puis, à chacun de ces intervalles, je vais associer un code particulier à mon signal. Donc, je viens saucissonner, entre guillemets, mon axe vertical entre 0 et VRF. Et puis, je viens faire des petits bouts. Et puis, chaque tranche de saucisson, entre guillemets, va correspondre à un code particulier en base 2. Donc nécessairement, comme je fais des intervalles, il y a donc un pas entre chaque intervalle, il y a une distance et donc il y a une largeur de cet intervalle. C'est ce qu'on va appeler la résolution analogique, delta V. Et ça va être lié aussi à ce qu'on va appeler l'erreur de quantification, puisque sur tout cet intervalle analogique, eh bien, je vais associer un seul code et un unique code en binaire. Ça veut dire que des petites variations de tension analogique dans cet intervalle vont correspondre au même signal binaire en sortie. Donc ça veut dire que je vais pouvoir faire une erreur d'interprétation et ça peut être un des gros problèmes de la quantification. Donc si x est converti sur n bits, je vais donc avoir 2 puissance n valeurs possibles en numérique et donc je vais avoir une valeur comprise donc entre 0 et 2 puissance n moins 1, ça vous avez l'habitude. Le pas de quantification, ça va être quoi? Ça va être l'intervalle total sur lequel peut évoluer mon signal analogique, donc de 0 à VRF, donc VRF, divisé par le nombre d'intervalles que j'ai créé. Il y aura donc 2 puissance n intervalles, j'aurai donc un pas de quantification ou aussi une erreur de quantification de VRF sur 2 puissance n. Exemple, j'ai une tension qui évolue entre 0 et 5 volts, je veux faire une quantification sur 8 bits, j'ai donc 256 valeurs possibles. Le pas de quantification, ce sera donc 5 divisé par 256, c'est-à-dire
un pas de quantification de 19,5 millivolts à peu près, il y a des arrondis. Ça veut donc dire que tous les 19,5 millivolts, il y aura un nouveau code qui sera associé. Ça veut dire aussi que sur un intervalle donné, j'ai une incertitude de 19,5 millivolts, donc pour euh, un même mot binaire. Alors, ce graphique-là, je vous l'encourage toujours à le faire dans tous les cas. Donc, même si vous le réduisez en termes, comme il est fait ici, de nombre de bits, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Et derrière, il y a beaucoup de datasheets de composants qui présentent ce graphique-là de manière à bien comprendre comment est faite la quantification. En bas, donc en abscisse, vous avez les valeurs analogiques. Donc les valeurs analogiques ici qui vont varier entre 0 et 5 volts. J'ai pris un exemple où Vref est égal à 5 volts. L'échelle verticale, ce sont les valeurs numériques, le code associé aux valeurs analogiques. Et puis j'ai pris un exemple très particulier, 3 bits, qui n'existe pas en pratique, mais qui est bien commode pour comprendre exactement comment est faite la quantification. Première chose, on va déterminer le pas. Donc le pas analogique et l'erreur de quantification numérique. J'ai 5 volts, j'ai 8 valeurs possibles puisque ça fait 2 puissance 8, ça veut dire que j'ai un pas de 0,625 volts. Ça veut donc dire que tous les 0,625 volts, je vais changer de code numérique. Je prends le début de ma courbe depuis l'origine, toutes les valeurs analogiques comprises entre 0 et 625 vont correspondre au code 0. Donc je vais associer 0, 0, 0, donc en 0 en décimale ou 0, 0, 0 en binaire, à toutes ces valeurs analogiques. À partir de 0,625, eh bien, 0,625 compris, je vais passer au code 1 jusqu'à 2 fois 0,625, c'est-à-dire 1,25. Puis entre 1,25 et 1,875, qui correspond à 1,25 plus 0,625, je vais associer les valeurs analogiques au code 2, et ainsi de suite. Bref, on a ces marges d'escalier qui vont nous permettre de faire la transcription entre la partie analogique et la partie numérique. On voit bien également qu'il y a une erreur, puisque lorsque je vais être à 0,625 moins epsilon, eh bien, je vais donc associer donc directement ce code aux valeurs 0. Alors que normalement, je suis plus proche de 1, par exemple, en code numérique, mais je vais être obligé d'associer 0 à ce code-là. Donc on voit bien qu'il y a une incertitude qui apparaît lorsque l'on fait de la quantification. Alors ces erreurs de quantification, on peut la voir à gauche donc sur ce qu'on vient de décrire pour un cas particulier qu'on appelle les cas à troncature. Et donc l'erreur que l'on fait en analogique, c'est au maximum petit r qui correspond à delta v, c'est-à-dire à Vref sur 2 puissance n, et ça correspond à une erreur en numérique de 1 LSB. On peut faire mieux avec des quantificateurs qu'on appelle des quantificateurs par arrondi. Ces quantificateurs-là, ils consistent cette fois-ci à faire le changement de valeur numérique à la moitié de la quantification analogique, du pas de quantification analogique qu'on a vu tout à l'heure. Alors, pourquoi c'est mieux? Parce que cette fois-ci, lorsque je suis au milieu de ma valeur analogique, je fais le changement de code. Donc ça veut dire que l'erreur que je fais par rapport donc à la marche, elle est plus que de R sur 2 au lieu d'être de R. Alors je vais vous donner un exemple très particulier. Admettons que j'ai un quantificateur pour les notes, donc ça va vous faire sourire comme d'habitude, donc par troncature, et puis que je donne une note qui est binaire, donc c'est-à-dire que vous êtes en dessous de 10, je donne une note, vous êtes au-dessus de 10, je donne une autre note. Par troncature, ça fait quoi? Ça fait que quelqu'un qui a 1 sur 20, il aura 0. Quelqu'un qui a 9 sur 20, il aura 0. Alors même si ça fait pas plaisir à celui qui a 1 sur 20, il est quand même plus proche par contre de sa vraie note. Par contre celui qui a 9 sur 20, c'est un peu dur pour lui parce que il était tout près de 10 et il se retrouve à 0. Donc ça c'est de la troncature. Donc de la même manière, quelqu'un qui a 11 il aura 10 et quelqu'un qui aura 19 il aura 10. À la limite celui qui a 19 il passe quand même au-dessus de la barrière de 10, mais il est quand même peut-être pas très content. Si on fait maintenant par arrondi, eh bien avec ce même principe, quelqu'un qui aura entre 0 et 5, il aura 0. Quelqu'un qui aura entre 5 et 10, il aura 10. Donc ça veut dire que la personne qui avait 1 tout à l'heure, elle reste avec son 0. Mais l'étudiant qui a 9 sur 20, eh bien il passe à 10. Donc là, il valide son module. Donc vous voyez que sur cet exemple simple, qui vous parle tous, j'en suis persuadé, eh bien donc on a donc une meilleure approximation de la note lorsqu'on est par arrondi plutôt que par troncature. Alors en bas du graphique par arrondi, donc il y a l'erreur en numérique. L'erreur numérique, vous voyez bien qu'elle vaut 1 demi LSB puisque l'erreur analogique vaut R sur 2.
Alors vous allez me dire que ça n'a aucun sens d'avoir une erreur numérique de 1/2 LSB, puisque un LSB c'est le minimum de bits qui existe, donc c'est le bit de poil plus faible, donc on ne peut pas couper le bit de poil plus faible en deux. C'est vrai. Donc ça n'a aucun sens, sauf que cette erreur-là c'est une erreur statistique, ça veut dire que statistiquement, eh bien, on fera moins d'erreurs si on moyenne toutes les erreurs. Un coup on fera un plus LSB, un coup on fera moins LSB, et puis on arrive en moyenne à 1/2 LSB au maximum. Alors il y a bien sûr d'autres caractéristiques de cette quantification qu'on verra pas trop pour l'instant, mais qu'on verra un petit peu quand on étudiera les datasheets. Notamment, il y a les caractéristiques de linéarité dont on a peut-être un petit peu déjà parlé lors d'un TD. Bon, ça sont des choses qu'on va voir au fur et à mesure et qui n'ont pas lieu d'être pour le moment sur la partie théorique. Alors, intervient maintenant juste un problème, c'est que le quantificateur va mettre du temps dans le convertisseur à donner ces n bits qui vont correspondre à un échantillon. Et pendant qu'il va essayer d'approcher ces n bits, eh bien, il ne faut pas que le signal d'entrée ait varié, parce que ça veut dire que sinon le bit de poids fort, par exemple, aurait la bonne valeur, mais le bit de poids faible va correspondre au bit de poids faible d'un échantillon qui n'est plus le même. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à maintenir la valeur du signal analogique pendant le temps de la quantification. Ça, c'est ce qu'on appelle le blocage. Et donc le blocage, eh bien, ça va introduire un petit biais dans votre signal, mais on n'a pas le choix, on est obligé de le faire. Alors, comment on bloque le signal? On part du signal échantillonné qui est le signal au milieu de ce transparent en bas. Ce signal échantillonné, il faut arriver à maintenir la valeur de chaque échantillon pendant la durée de la conversion. Donc qu'est-ce qu'on vient faire? Eh bien, on vient convoluer chaque échantillon par une porte. Donc on vient convoluer en fait votre peigne de Dirac échantillonné par la porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le domaine fréquentiel, a priori, eh bien, vous êtes en train de multiplier votre signal, votre spectre du signal échantillonné, donc périodisé, par la transformée de Fourier d'une porte qui est un sinus cardinal. Le sinus cardinal, il va avoir un impact, c'est qu'il va atténuer plus les hautes fréquences et il va laisser passer les basses fréquences. Donc il ne va pas trop perturber votre signal échantillonné vers les basses fréquences. Par contre, plus vous augmentez en fréquence et plus vous allez atténuer donc votre signal par rapport au signal idéal. Donc il y a une petite perte d'information liée au blocage qui se fait sur les fréquences un peu plus hautes. Donc vous êtes vraiment gagnant si vous avez une valeur élevée de fréquence d'échantillonnage, puisque cette valeur élevée va vous permettre quand même, du coup, de repousser au maximum l'effet négatif de ce sinus cardinal. Enfin, donc comment du coup on fait cette restitution du signal? Donc voilà, donc là on a vu jusqu'à présent tout ce qui se passe au niveau de l'acquisition. Donc on a vu quelle était l'opération liée à la conversion analogique numérique. Donc on a vu l'échantillonnage dans un premier temps. Donc on a vu qu'il y avait cette opération d'échantillonnage, je vous rappelle, qui a pour effet de périodiser le spectre, donc qui introduit une fréquence maximale à votre signal, même si vous n'en aviez pas. Il y avait ensuite l'opération de quantification que l'on vient de voir et qui nécessite un blocage. Maintenant, comment on fait pour faire l'inverse? Une fois qu'on a ce signal qui est acquis et qu'on veut le restituer, eh bien, l'opération, vous allez voir, est assez simple. Quand on a vu l'opération de quantification et d'échantillonnage, c'est plus simple de restituer quelque part le signal que de l'acquérir. La restitution du signal, elle va passer d'abord par exactement les mêmes opérations qu'on vient de voir pour la quantification, à savoir que j'ai des échantillons qui sont tous les KTE, et il faut que je passe à quelque chose de continu dans le temps. Donc ça, on va le faire en passant par une opération de blocage. Donc pour faire ce blocage, on a plusieurs solutions. On a le blocage que l'on vient de voir, qui est le bloqueur dit d'ordre 0, donc on vient convoluer par maintenir la valeur dans le domaine temporel, donc convoluer par une porte dans le domaine fréquentiel. Il existe d'autres solutions que ces bloqueurs d'ordre 0, donc on peut faire de l'interpolation, on peut faire du blocage par des triangles, enfin bref, il y a plein de solutions qui existent, mais la plus courante c'est bien sûr de maintenir la valeur pendant un certain temps. Une fois qu'on a bloqué cette valeur, on obtient le signal Y donc, qui est au milieu de ce transparent, et donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, il reste à lisser ce signal parce que ça engendre le blocage notamment des hautes fréquences, et donc ce filtre de lissage qui est ni plus ni moins qu'un filtre passe-bas va vous permettre de restituer un signal un peu plus continu et puis plus fluide. C'est tout ce qu'il y a à dire sur la partie restitution, d'un point de vue théorique en tout cas, parce que d'un point de vue pratique on va détailler un peu par la suite les circuits.
Je terminerai par quelques transparences sur ces fameuses techniques particulières, dont on a vu quelques illustrations quand on a parlé un petit peu de filtrage dans les TD de fonction de l'électronique. La première chose, ça concerne déjà le filtre anti-repliement, donc que l'on vient de voir. Et on va voir comment améliorer en fait ce filtre anti-repliement dans certains cas. Sur le spectre du haut, vous avez une situation où la fréquence d'échantillonnage est relativement proche de la fréquence maximale. Dit autrement, en fait, on respecte Shannon, bien sûr, dans ce cas-là, puisque le triangle bleu du spectre négatif, enfin du spectre translaté, la partie négative du spectre translaté autour de FE, excusez-moi, est bien au-dessus de la partie positive, rouge, du spectre initial. Donc ici j'ai bien un FE qui est plus grand que 2 Fmax, mais on voit que je ne suis pas très loin de ce facteur de Shannon 2 fois Fmax. Si je suis très proche, ça veut dire que pour essayer d'avoir donc une fréquence maximale, il va falloir que j'ai un filtre qui ait un ordre assez élevé de manière donc à annuler très vite le spectre au-delà de Fmax et de ne pas avoir des petits résidus de spectre qui risquent de se chevaucher avec la périodisation de ce spectre. Donc une idée, eh bien, ça va être de se dire, si j'augmente la fréquence d'échantillonnage, ça veut dire que j'écarte le FE-Fmax du Fmax. Ça veut donc dire que je relâche la contrainte sur le filtre, donc je vais mieux filtrer pour un ordre donné, ou je peux diminuer l'ordre du filtre s'il était trop élevé dans mon premier cas. Donc ça peut être intéressant, mais après, bien sûr, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, plus la fréquence d'échantillonnage sera élevée, moins j'aurai de repliement de spectre en pratique. La seule difficulté, c'est est-ce que le circuit qui est derrière va suivre, est-ce que votre calculateur numérique va pouvoir faire l'acquisition, et donc ça, c'est les compromis que vous devez réaliser quand vous montez une acquisition. C'est le choix de FE par rapport à Fmax et par rapport à votre calculateur. On a exactement la même chose en termes de restitution au niveau de la conversion numérique analogique, et ça c'est vraiment ce qu'on avait vu en TD dans un exercice sur le filtrage. Sur le premier spectre, on voit que avec une fréquence d'échantillonnage classique dans l'audio de 44 kHz et une fréquence maximale, mettons, de 20 kHz des signaux audio, eh bien, le repliement de spectre ici n'a pas lieu, mais si je veux vraiment éliminer donc, cette partie, on va dire, périodisation du spectre, et donc arriver à fluidifier, donc à lisser un peu mon signal au niveau de la restitution, il faut que je mette un filtre de lissage qui soit assez contraignant en termes d'ordre. Donc une idée, ça va être quoi? Ça va être d'augmenter la fréquence d'échantillonnage uniquement à la restitution. Et donc là, beaucoup de circuits codec proposent cette solution-là en multipliant juste localement au moment de la restitution par un facteur 2, 4 ou 8 la fréquence d'échantillonnage, et donc d'avoir des fréquences d'échantillonnage aux alentours de 88, 176 ou 352 kHz. Ça permet de relâcher la contrainte sur le filtre, et un ordre 1 ou 2 suffit largement après pour lisser le signal en sortie de ce filtre. Donc ça, c'est du suréchantillonnage à la restitution, ça se fait. C'est assez classique. Par contre, ça nécessite souvent d'augmenter le nombre de bits de quantification, puisque vous réinventez une information entre deux échantillons, et donc il faut pouvoir la coder. Donc si vous avez juste une variation de 1 LSB entre deux échantillons, il faut forcément recréer des demi-échantillons, entre guillemets, donc il faut augmenter le nombre de bits donc pour cela. Et donc très souvent, vous passez par exemple de 16 à 18 bits en sortie d'un CNA rien que pour ça. Cette interpolation à la restitution, donc celle que je viens de dénoncer, elle se fait en interne dans des composants qu'on appelle souvent des codecs ou dans les calculateurs que vous avez mis en place avant. Donc le plus simple pour recréer cette information, c'est de prendre la valeur moyenne entre les deux échantillons. Donc c'est ce qu'on appelle l'interpolation linéaire. Après, il y a d'autres techniques plus compliquées qui essayent de prévoir la variation du signal, parce que l'échantillon qu'on est en train de créer ne correspondrait peut-être pas dans le vrai signal à la moitié entre les deux échantillons consécutifs. Ça dépend de la pente, notamment. Donc il y a d'autres méthodes d'interpolation, des méthodes dites de Lagrange, de Newton, etc. Là encore, vous avez ces méthodes d'interpolation qui peuvent être soit codées directement dans certains calculateurs, soit présents sur les fameux codecs dont je parlais.
Voilà, donc ça termine ce premier chapitre. Alors, j'ai conscience que ça a été un petit peu vite peut-être, mais en tout cas, ben, vous pouvez le relire sans aucun problème, essayer de noter un peu les points difficiles, et puis bah, je pourrais vous répondre par mail donc aux questions que vous vous posez. Donc le prochain rendez-vous ensemble, ce sera demain, donc, et on va essayer de voir, de répondre à vos questions et puis de faire un petit Socrative, un petit test sur ce que vous avez compris. Voilà, je vous souhaite bon courage et puis je vous dis à bientôt.